À quoi sert l'argent? Conférence passerelle du 19 février 2013 par Philippe Lecomte. Il a été pendant 8 ans président du conseil de surveillance de la Nef, une coopérative financière dont la devise est « Pour que l'argent relie les hommes ». La Nef, en tant qu'idée, ça a démarré en 1978 sous forme d'une association. Et en 1987, c'est devenu une société financière après avoir rassemblé du capital de 700 sociétaires. Et on était extraordinairement heureux d'avoir réuni suffisamment pour devenir une société financière, mais pas malheureusement suffisamment pour devenir une banque. Si on avait pu devenir à ce moment-là une banque, ça aurait été très bien. Qu'est-ce qui différencie la Nef société financière d'une banque? C'est le fait qu'elle n'a pas le droit de gérer de l'argent à vue, des dépôts à vue. Dépôts à vue, c'est les comptes chèques et les livrets. On peut déposer de l'argent un jour et le reprendre le lendemain. Donc il est disponible sur demande. La banque rend cet argent. Eh bien, cette possibilité n'était pas ouverte pour la Nef. Bon, elle était toute petite, 700 personnes et un tout petit capital de 15 millions, oui, ça doit être ça, 8 millions d'euros au début, 8 millions de francs. Voilà. Alors pourquoi quand même créer cette petite société financière à ce moment-là? Simplement parce que nous avions le sentiment que les différents partenaires d'une banque ne se connaissaient pas et n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ceux qui déposent, et on leur dit « Bon, c'est très bien, vous déposez, vous le laissez longtemps, vous voulez le reprendre rapidement, vous avez quel intérêt vous voulez quel intérêt je vous offre tant, quelle sécurité ?» On parle de sécurité, on parle de durée, on parle de rendement. Et si on regarde bien, Jackie Blanc, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui parlera plus tard, avait l'habitude de dire que, en fait, le banquier vous présente un miroir. Il vous fait vous regarder dedans. Et vous ne voyez pas du tout ce qui est de l'autre côté. Vous ne vous voyez que vous-même, avec vos demandes, ou vos prises de risque ou pas de risque, etc. Donc vous ne vous voyez que vous-même. D'un autre côté, un emprunteur peut arriver et on discute de son projet, on discute des garanties qu'il peut apporter, de la capacité qu'il aura à rembourser, de toutes ces choses-là. On ne parle que de lui-même. Et puis après, le banquier dit « Je vous accorde un prêt dans telle et telle condition ». Et il accorde le prêt. Et à jamais, on a dit d'où venait l'argent. Il y a une complète séparation de principe entre les deux. Et en fait, nous disions que ça peut être une bonne chose de créer une institution où on s'efforce de rapprocher ces deux ensembles. Et il y a une raison très simple de rapprocher. C'est qu'en fait, quand on dépose de l'argent dans une banque, on le dépose parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Mais ça reste notre propriété et donc notre responsabilité. Si cet argent, qui est une puissance en fait, dans le milieu social, c'est une puissance, mais si cet argent est utilisé d'une manière qui ne correspond pas à ce que moi j'aurais fait moi-même, ça veut dire que j'ai une sorte de chose qui émane de moi-même et qui est orpheline, cette chose. Elle n'est plus sous ma responsabilité, elle n'est plus sous mon contrôle. Donc ça, c'est la première chose, c'est que celui qui dépose, eh bien, il a de bonnes raisons de penser qu'il serait bien qu'on lui explique ce qui est fait avec l'argent qu'il dépose. Parce qu'il en a toujours la responsabilité. De l'autre côté, celui qui emprunte, s'il emprunte d'une manière telle
qu'il apporte quelque chose de positif à la société. Il fait des choses qui vont plutôt dans le sens du respect de l'environnement, du respect de la situation sociale, du respect des valeurs humaines. Et qu'on décide de prêter à des personnes à condition qu'effectivement elles montrent qu'elles ont ce sens du respect et cette qualité d'apport social. On voit bien que à ce moment-là, on peut faire se rapprocher les déposants qui vont savoir que l'argent est utilisé de cette manière et les emprunteurs qui apportent quelque chose. Et pour que ça marche, on a décidé qu'on allait publier l'intégralité des prêts que nous faisons. Publier tout ce qui est fait. C'est-à-dire que chaque année, au moment de l'Assemblée générale, il y a le rapport annuel plus une notice qui résume tous les prêts qui ont été faits dans l'année. Et donc les sociétaires de cette société ont accès à cette chose-là et peuvent voir le nom des personnes qui ont emprunté, le montant, leur adresse, même quelquefois leur téléphone, et une petite notice qui dit pourquoi on a fait ce prêt. Et donc, en fait, ça veut dire que l'institution ne se porte pas en juge en dernier ressort de la qualité éthique ou non éthique de ce qui est fait. Elle donne l'information pour que les sociétaires, les déposants, puissent eux-mêmes se faire une idée et éventuellement protester, ça arrive, en disant « mais comment vous avez prêté à un tel ? Mais c'est pas du tout quelqu'un de positif. » On l'a entendu et on en a toujours tenu compte. Voilà, donc vous voyez cet élément. Et j'ai dit tout à l'heure que le banquier accorde un prêt. Donc il y a une espèce de geste descendant. Je ne sais pas si vous voyez ça. Hein? Et l'emprunteur, il est comme ça, j'espère qu'ils vont me passer du fric. Et c'est... Si l'emprunteur peut dire quelle valeur il vit dans son activité professionnelle et qu'il peut en faire état, en fait, il renvoie quelque chose vers les déposants qui n'est pas d'ordre matériel, mais qui a une valeur spirituelle importante, c'est-à-dire que il leur donne le sentiment d'être partie de cet effort que fait l'emprunteur. Ils sont en fait associés à cet effort et ils sont donc d'une certaine manière liés. Et j'emploie le mot lié et pour vous dire simplement, la Nef a un slogan et ce slogan c'est pour que l'argent relie les hommes. Voilà, donc vous voyez cette histoire du lien. Voilà, j'ai voulu donner cette petite introduction sur la Nef pour qu'on voit tout de suite dans quelle perspective on se trouve et comment on voit les choses. Mais je voudrais aller plus à fond sur les questions de l'argent. Je voudrais qu'on essaye de percevoir un peu comment ça se passe du point de vue dynamique, social, intérieur, profond. Et l'argent apparaît d'une façon assez étrange parce que on se demande toujours mais d'où ça vient ? Comment il est créé ? Comment est-ce qu'on accède à cette chose-là ? Alors, j'entends très souvent quelque chose qui circule un peu partout, qui est comme une vérité admise par tout le monde, et qui est que l'argent est créé par les banques. Bon, l'argent, les billets, les pièces, c'est les banques centrales, et puis
les autres banques créent ce qu'on appelle la monnaie scripturale, et cette monnaie est donc le résultat d'une création par les banques. Alors je m'oppose beaucoup à cette position de création par les banques, parce que c'est faire très peu de cas du rôle que les emprunteurs jouent. Et en fait, il faut comprendre que lorsque on dit qu'il y a création monétaire par les banques, on dit que ça se passe au moment où la banque fait un prêt. Bon. Mais en réalité, l'emprunteur fait une chose tout à fait essentielle. Il signe une reconnaissance de dette. Il signe une reconnaissance de dette. Il dit, je rembourserai à telle date, avec telle condition. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette reconnaissance de dette vaut? Eh bien, elle entre dans les comptes de la banque et elle est inscrite à l'actif de la banque. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle les créances de la banque. Eh bien, toutes les reconnaissances de dette sont des créances. C'est-à-dire, je ne l'ai pas, cet argent. Mais en fait, potentiellement, je l'ai. Il est inscrit dans mon bilan. Et, en même temps, la banque a fourni une liquidité. Généralement, il a crédité le compte bancaire du client, de l'emprunteur. Et alors, on se trouve avec une chose tout à fait étonnante. C'est que, au départ, il y avait un peu de liquidité dans la banque. Après l'opération de prêt-emprunt, après cette opération-là, il y a de l'argent qui, en fait, est à la disposition de l'emprunteur, qui est liquide, il est disponible immédiatement. Voilà, il a ça. Et la banque, elle compte toujours l'argent qu'elle a prêté dans ses comptes, en positif, sa créance. Vous voyez, on avait donc un peu de liquidité et maintenant on a une créance plus l'argent dont dispose l'emprunteur. Et donc la quantité d'argent a doublé. Est-ce que c'est compréhensible ça? C'est un peu délicat, mais c'est un point très important parce qu'on parle de création monétaire, mais c'est tout simple. Chaque fois qu'il y a une opération de prêt-emprunt, il y a doublement de la quantité d'argent. Ça vous choque pas trop? On peut même partir de zéro, en fait. Ah, ça part de zéro, oui. Ça part de zéro. Du point de vue de la mécanique scripturale. Mais du point de vue de l'engagement, il y a une parole. Il y a une parole qui est « je rembourserai » et il y a une confiance qui est « je fais confiance dans le fait que vous rembourserez ». Donc, c'est une création, mais c'est une création qu'on pourrait dire de caractère, spirituel, si je peux me permettre. C'est de la parole et de la confiance. C'est quelque chose qui est pour moi très substantiel. Et après, il y a les comptes. On peut toujours faire les comptes. C'est pas très difficile. Et alors on dit la création ex nihilo, à partir de rien. Mais oui, moi je trouve que si la parole c'est rien, si la confiance c'est rien, alors oui, c'est de la création ex nihilo. Mais pour moi, c'est pas du tout rien. Voilà, donc on a ce premier événement, la réalisation de ce que j'appelle un prêt-emprunt. C'est pas un prêt, c'est pas un emprunt, c'est les deux ensemble. Et on a tendance à oublier un peu ça. Et de même que on parle d'argent-dette quelquefois, mais c'est aussi bien de l'argent-créance que de l'argent-dette. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une créance et qu'est-ce que c'est qu'une dette? C'est la même chose, vue de deux points de vue. Donc, il y a... Et si je veux parler de lien, je peux imaginer que entre
l'emprunteur et le prêteur, on pourrait imaginer une sorte de corde. Chacun tient un bout de la corde. Et la corde serait le prêt-emprunt. Et alors, là, il y a une petite chose absolument merveilleuse qui va faire comprendre comment naît l'argent et comment naît l'argent tout le temps. C'est que je suppose que je suis du côté de la créance. J'ai une créance. Donc quelqu'un a une dette vis-à-vis de moi. Je tiens le bout de la corde, créance. Et puis, il faut que moi je paye quelque chose à quelqu'un. Et tout d'un coup, l'idée me vient, je n'ai pas l'argent tout de suite, mais j'ai une créance. Je passe le bout créance à quelqu'un d'autre. Je lui confie. Et je dis, maintenant, la dette, elle te sera remboursée à toi et plus à moi. Et du coup, moi, j'ai pu acheter avec ça quelque chose. Vous sentez ce passage étonnant de la créance qui va circuler. Eh bien, essayez de réfléchir à ça. Moi, ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais je crois que c'est la source de tout ce qui est monnaie. Toute la monnaie vient du passage de main en main des créances. Alors, au bout d'un certain temps, on ne sait plus du tout qui est à l'autre bout. Personne ne sait qui est à l'autre bout. C'est la créance toute seule qui circule. Donc, si je voulais un jour me faire rembourser le bout de corde que je tiens là, c'est-à-dire que le débiteur, l'emprunteur vienne me rapporter ce qu'il doit à quelqu'un qui a tellement circulé qu'il ne sait même pas lui non plus à qui c'est, eh bien, il ne trouvera jamais. Autrement dit, la créance circule toute seule sans que jamais on ne rembourse, qu'on ne voit les remboursements se faire. Et c'est l'argent. C'est l'argent. Ce sont des créances qui circulent. Et les gens remboursent. Les gens remboursent. Donc, chaque fois que quelqu'un rembourse une dette, la créance et la dette se rencontrent et l'argent disparaît. L'argent qui avait été créé au moment de l'emprunt, du prêt-emprunt, eh bien, cet argent, il s'est envolé. Donc, pour qu'il y ait de nouveau de l'argent, eh bien, il faut qu'il y ait de nouveaux prêts et de nouveaux emprunts, enfin, de nouveaux prêts-emprunts. Et c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, vous allez me dire, mais pourtant, un billet, là, il circule. Ça peut être le même pendant 10 ans. Alors, comment est-ce que ça peut s'annuler, disparaître, et que j'ai encore le billet? Là, il y a un petit miracle, c'est que le billet, il représente juste une créance. Juste une créance. Et quand c'est fini, eh bien, il est remplacé par une autre. C'est-à-dire que, en recevant un billet de quelqu'un, c'est plus du tout le même prêt-emprunt qui est en cause. Il y a quelque chose qui s'est annulé, mais le billet peut continuer pour un autre prêt-emprunt. Ça fait un peu exploser la tête de penser ça. Mais c'est très très rigolo. Donc les billets restent, mais ils changent la portée de ce qu'ils signifient. Ils sont, comment dire, je vais essayer de le dire autrement, plus simplement. J'ai une pièce, je vais acheter mon journal. J'avais une pièce, je ne l'ai plus, je n'ai plus cette créance-là. Mais le libraire, il a cette pièce. Mais ce n'est pas la même créance, lui. Mais la pièce est toujours là, mais ce n'est pas la même créance. Maintenant, lui, il a travaillé pour faire un journal, et du coup, il a une créance. Pour vendre le journal, et il a une créance. Et il va pouvoir faire circuler. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de plum, changement constant d'attribution de cette monnaie circulante qui change qui change de visage à chaque moment. Ça, c'est la naissance de l'argent. Et c'est pas vraiment nécessaire
de raconter l'histoire depuis les tout à fait anciens moments où Crésus a créé soi-disant les premières monnaies. Il y a quelqu'un qui va sûrement me dire que c'est pas vrai. Mais... Hein? Un peu avant. C'est encore avant, honnêtement. Hein. Bon, mais en tout cas, c'est pas vraiment nécessaire de retourner à cette histoire. On peut aussi raconter l'histoire des orfèvres de Londres qui avaient des lingots d'argent et il y avait une norme pour ces lingots d'argent pour prouver qu'ils étaient absolument purs. Et cette norme s'appelait sterling. Ça, c'est la pureté du métal. Et alors ces orfèvres avaient des lingots comme ça, sterling, et pour qu'ils ne se les fassent pas voler, ils les mettaient dans l'endroit le plus sûr de Londres, c'est la Tour de Londres. Et donc là, on déposait des livres, c'est-à-dire une certaine 454 grammes à peu près, des livres de monnaie métal, de métal, pardon, de métal pur, d'argent, sterling. Et on mettait ça, plom, dans la tour. Et le gestionnaire du coffre qui était dans la tour vous remettait un papier, une reconnaissance de dette, une créance. Et on partait avec sa livre sterling dans la poche. C'est beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à manipuler que ce petit bout de papier que le bloc d'argent pour faire des échanges. Autrement dit, très vite, il s'est passé l'histoire de ma ficelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont donné le papier en disant le morceau d'argent qui est là-bas dans la Tour de Londres, maintenant il est à toi, puisque je te donne le papier. Je recommence l'histoire, hein, c'est toujours la même. Et donc, à ce moment-là, eh bien, les billets sont mis à circuler. Et ça s'est appelé des livres sterling. Alors, il y a quelques petits malins qui ont fait une invention vraiment extraordinaire. Ils ont vraiment inventé l'argent, parce que pour l'instant, ça n'était encore que des reçus. Les petits malins, c'est ceux qui géraient ce coffre plein de lingots de métal, et puis qui échangeaient, chaque fois qu'arrivait un lingot, hop, un petit billet, bien écrit, bien propre, signé, tout ce qu'on veut. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir ce gestionnaire. Il lui a dit « J'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux me prêter une livre sterling en papier ?» C'est pas le droit. Allez, tu le fais, puis... Finalement, il se laisse convaincre. Et il émet un billet contre promesse de remboursement. Contre promesse de remboursement. Alors, voilà que s'il y avait 100 lingots, maintenant il y a 101 billets. 101 billets. Et puis comme ça bougeait pas beaucoup dans le coffre, parce que les gens circulaient, c'était le papier qui circulait, et les lingots ils bougeaient pas. Il s'est rendu compte que jamais on lui demandera tout d'un seul coup. Donc il a commencé à se dire, mais je prête des billets. Et il a prêté des billets. Et alors, on raconte souvent cette histoire comme étant une félonie, une tricherie. Comment il a émis des choses au-delà de la quantité qu'il avait. Et c'est ça qu'on fait tout le temps. C'est ça qu'on fait tout le temps. Parce que, bien sûr, il y avait à l'actif les lingots d'un côté. Mais de l'autre côté, il y avait des promesses de remboursement. C'est aussi de l'actif. C'était, je reconnais que je rembourserai ce billet de 10 livres que tu m'as prêté. On est donc toujours dans le domaine du prêt, c'est une chose extraordinaire, la confiance entre les personnes et tout ce qui va derrière.
Et ça a été une invention géniale parce que du coup apparaissait de l'argent disponible immédiatement pour faire quelque chose, pour faire des choses qu'on n'aurait pas faites. Il aurait fallu attendre très longtemps. Or, vous savez que pour gagner de l'argent, souvent, il faut un petit peu investir. Et on ne peut pas gagner l'argent avant d'avoir investi, à moins de commencer progressivement. Mais si vous voulez pêcher des poissons et que vous n'avez pas le bateau pour pêcher les poissons, vous pouvez toujours essayer d'exercer votre métier. Vous ne vendrez pas beaucoup de poissons. Donc il y a quand même un intérêt extraordinaire à anticiper. Et donc, anticiper, c'est ce qu'ont fait les Anglais avec cette quantité incroyable de livres sterling qui se sont mis à circuler. Il fallait quand même faire un peu attention. Il ne fallait pas en émettre avec plus rien, parce que si tout le monde venait chercher ces lingots, il y aurait eu une belle catastrophe. Il fallait qu'il y en ait une certaine fraction seulement. Et le mot qui est venu avec ça, cette pratique-là, c'est devenu ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. C'est-à-dire que une banque s'est mise à ne posséder en réserve qu'une fraction de ce qu'elle a émis. Et c'est pas une tricherie, car, je le répète, mais c'est quand même important de bien le sentir, il y a en face des billets en surplus, il y a en face des créances qui sont de la valeur aussi. Il ne faut pas être simplement bloqué uniquement l'argent, il y a de la valeur. Bon, tout ça s'est écroulé un jour, en 71, quand aux États-Unis, ils se sont aperçus qu'il y avait tellement de dollars qu'il fallait arrêter la convertibilité en or, et on a arrêté tout ça. Et donc maintenant, on vit uniquement sur l'argent parole, comme je dis souvent. Il n'y a plus d'argent matière, il n'y a plus d'argent marchandise. Il y a les garanties. L'or servait de garantie à la valeur d'une monnaie. Aujourd'hui, les garanties, c'est ce qu'on fabrique comme règle et comme confiance, et comme valeur de confiance entre les gens. Voilà. Là, vous avez eu une vision de comment l'argent apparaît. Mais il faut que des gens soient capables d'avoir un peu d'argent en trop pour pouvoir le prêter. S'il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de prêt possible. Et alors, on se pose la question, mais comment se fait-il que l'activité économique, même la plus saine de toutes les activités économiques, apporte du surplus? Pourquoi est-ce que les échanges ne sont pas ric et rac? Exactement. Je paye tant et c'est exactement ce que ça a coûté, donc tout va très bien. En fait, il n'est jamais possible de savoir exactement combien va coûter ce qu'on va produire. C'est impossible. C'est aussi difficile que de fabriquer un trou pour installer une fenêtre, de fabriquer la fenêtre et qu'au micron près, la fenêtre entre dans le trou qu'on a prévu pour la fenêtre. Il faut un peu de marge. Et tout le monde fonctionne en anticipant un peu de marge. Si tout le monde calculait tout juste, si même c'était possible, c'est impossible. Mais si c'était possible, eh bien il n'y aurait pas de profit. C'est l'incertitude qui fait apparaître du surplus dans les échanges. Alors le surplus, on pense souvent qu'il est du côté du vendeur, qui vend avec sa marge. Mais l'acheteur aussi, il n'achète pas s'il n'a pas le sentiment qu'avec ce qu'il a acheté, il fait un certain bénéfice, qu'il va pouvoir
vivre et que ça ne va pas le mettre en faillite. Donc c'est des deux côtés. Et de ce fait, si les choses ne sont pas dans des rapports de force complètement anormaux, et là on peut en discuter, parce que le profit de l'acheteur et le profit du vendeur peuvent être complètement déséquilibrés. Et ceci, c'est même étonnant, ça peut dépendre de la tête du client. Et Aristote avait fait toute une théorie sur la réalisation du prix dans ce qui s'appelle l'éthique à Nicomaque. Et dans cette histoire, il compare le prix qu'un sabotier va payer pour se faire faire une maison et le prix qu'un juge va payer pour se faire une maison. Le juge est beaucoup plus riche que le sabotier. Eh bien pourtant, c'est le juge qui va payer le moins cher. Et Aristote conclut en disant « Le prix dépend du statut des personnes. » Le prix dépend du statut des personnes. Et il y a une certaine justification dans le sens où, pour celui qui fait la maison, il est à peu près sûr d'être payé par le juge. Il est moins sûr d'être payé par le sabotier. Donc, il va prendre une marge un peu plus large. Donc, on est loin d'une idée de justice parfaite, de je vends pour le prix que je paye, etc. On est dans des choses extrêmement subjectives. Extrêmement subjectives. Et tant qu'on ne s'est pas pénétré du fait qu'il y a toute une dynamique entre les personnes, dans leurs échanges, qui font qu'un prix s'établit, en fonction, ce qu'on dit de l'offre et de la demande, mais ça n'est qu'une petite partie du problème, en fonction du statut, en fonction aussi de l'offre de monnaie et de la demande de monnaie. Parce qu'il y a de la monnaie présente là. Et puis d'un autre côté, il y a des produits et des demandes pour des produits. Mais en fait, c'est un problème à 4 composantes et non pas un problème à 2 composantes, offre et demande, comme on croit souvent. C'est un problème à 4 composantes. Il y a offre d'argent, demande d'argent, offre de produits, demande de produits. Voilà. Et donc ça, c'est une équation bien plus difficile à résoudre. Messieurs les économistes, si vous ne tenez pas compte de ça, vous êtes à côté de la plaque. Et en particulier, vous ne pouvez pas faire entrer dans votre tête les problèmes d'inflation, de choses comme ça, de perte de confiance dans les prix. Voilà. Donc j'ai essayé de vous montrer que, au début, les échanges économiques vont établir des prix, que ces prix s'établissent d'une façon extrêmement complexe, difficile à comprendre, mais que globalement, il y a toujours un peu d'argent qui reste en trop. Alors quand je dis ça, on me dit, là t'es un salaud. T'es un vrai salaud. Parce que les gens qui sont au SMIC, ils n'ont pas une goutte en trop. Et tu affirmes une chose qui est juste. Alors je réponds oui. J'ai l'air comme ça de m'accommoder d'une situation où je dis que même celui qui achète et qui est dans une situation difficile essaye de faire un certain profit. Mais c'est vrai qu'ils sont raclés, ratiboisés, et la situation n'est pas liée au fonctionnement de l'économie, elle est liée à des choses sur lesquelles je viendrai plus tard, qui sont les problèmes d'argent rare. Mais en attendant, donc, on a, malgré tout, globalement, dans une économie saine, une apparition de profit. Et donc, des gens qui peuvent prêter à d'autres, et donc l'apparition de l'argent, comme j'ai essayé d'expliquer. Et puis, à partir de ce moment-là,
la continuation du processus. Alors, ce qui a généré, ce qui a engendré la quantité d'argent disponible, c'est ce profit, et c'est le désir qu'on a d'avoir de l'argent devant soi. On veut en avoir. Parce qu'il faut assurer l'avenir et que tout ne marchera pas toujours très bien et que c'est quand même bon d'avoir un paquet. Donc on va demander à l'argent non seulement de jouer un rôle d'échange, mais on va lui demander de garder une valeur pendant un certain temps. Il faut qu'il garde sa valeur. Et vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas dit une seule fois le mot intérêt depuis que j'ai commencé à parler. Or, dans le fonctionnement de l'argent, si on ne parle pas d'intérêt, on n'a rien vu. Pourtant, j'ai dit, il y a les intérêts. J'ai dit maintenant, il faut quand même tenir compte du fait que quand on prête, c'est à intérêt. Le monsieur qui émettait des billets d'1 livre sterling, il se faisait rendre plus que ce qu'il avait prêté. Petite chose en plus. Des intérêts. Il prenait un risque. S'il accumulait suffisamment d'argent pour assurer un matelas contre le risque qu'il prenait en émettant des billets qui n'étaient pas garantis par de l'argent métal, eh bien, vite, il se reconstituait une réserve et puis ça pouvait aller. Il était tranquille. Il avait même une contrepartie en argent, papier, qu'on lui redonnait en fonction de ce qu'il avait émis. Donc il y avait un certain équilibre, un risque. Puis c'était un service qu'il rendait. Et la personne qui a besoin qu'on lui fasse un prêt, moi j'en ai écouté un certain nombre, des fois on est obligé de leur refuser. On est obligé de leur refuser parce que on n'a pas le droit de mettre la tête de quelqu'un sous l'eau en lui accordant le prêt qu'il demande quand on a l'intime conviction qu'il va jamais être capable de le rembourser. Il y a une question d'éthique là. C'est aussi important chez nous à la Nef de dire non que de dire oui. C'est aussi important. On n'a pas le droit de faire un prêt à quelqu'un dont on a la conviction qu'il ne pourra pas le rembourser. Parce qu'il va se mettre dans des conditions, il va étaler des garanties, il dit « mais prenez ma maison, j'hypothèque ma maison, etc. » Et après, tu vivras où? C'est ça la question. Donc, on a des gens qui veulent vous donner des garanties énormes, qui accepteraient des taux élevés en disant « mais ça va marcher ». Et vous allez dire non. Et celui qui emprunte, il a vraiment envie de payer le service qu'on va lui donner. C'est une réalité. Et d'une certaine manière, c'est juste. S'il y a une prise de risque, s'il y a un travail d'étude de dossier, s'il y a tout un travail, c'est bien normal de rémunérer ça. C'est normal. Mais le banquier, il y a aussi des gens qui déposent ou des gens chez qui il emprunte parce qu'il a besoin de liquidité. Comment va-t-il faire? Lui aussi, il va payer pour avoir ses liquidités. Il va payer des intérêts. Et ces intérêts, il va les mettre dans les intérêts qu'il va demander à ses emprunteurs. Donc, ça circule. Tout ça est encore assez sain. Là où ça devient vraiment difficile, c'est quand tout d'un coup, on entre dans un processus où l'argent ne sert plus qu'à faire de l'argent. Et là, c'est quelque chose qui est pratiqué universellement. C'est même pas un crime de demander de l'argent avec son argent. C'est pas un crime. Il n'empêche que c'est une activité extraordinairement développée.
Moi je dis c'est un crime. Enfin, ça peut être un crime. Je vais vous donner un exemple d'une chose qui me révolte. À Chicago, il y a le marché du blé. Et il y a des gens qui ont de l'argent. Et qui vont acheter du blé qui est dans un silo quelque part. On ne saura jamais où. Ils vont acheter du blé parce que le blé est en train de monter. Qu'il y a peut-être eu un problème de mauvaise récolte en Ukraine ou je ne sais quoi. Ils vont acheter ce blé. Et puis, il n'est pas tout seul. Il y a pas mal de gens qui vont en acheter. Il y a pas mal de gens qui vont en acheter. Et donc le prix du blé va monter. Parce qu'il y a de la demande. Et que plus il est en train de monter, plus il y a de gens qui se disent « Oh, moi aussi j'en achète ». C'est en train de monter. Puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Puis à un moment, si vous êtes un petit peu quand même inquiet, vous allez vendre. Et puis vous allez ramasser un petit pactole. Et le prix du blé n'a monté que parce qu'il y a des gens qui l'ont acheté pour spéculer. Et du point de vue du résultat, ça signifie qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne pourront tout simplement plus acheter ce blé pour se nourrir. Il est devenu trop cher. Et celles-là exclues. Et puis il y a celles qui vont tout de même pouvoir l'acheter. Et celles-là, elles vont le payer avec un petit supplément. Et ce supplément, ce sont ces gens-là qui l'achètent pour manger, qui vont payer le petit pactole que s'est fait le spéculateur. Donc en fait, c'est une espèce de taxe raclée sur un certain nombre de gens qui ont besoin de manger, et c'est une manière d'exclure d'une nourriture qui n'est pourtant pas si rare que ça, d'exclure des gens de l'accès à cette nourriture. Pour moi, ça, c'est un crime. C'est un crime et qui est légal. Un crime légal. Et je dirais que c'est peut-être pas le spéculateur qui est le plus criminel. C'est l'ensemble. C'est le fait qu'on ne sait pas se défendre contre ça. C'est le fait qu'on n'a pas décidé que ça serait plus comme ça. Et on ne l'a pas décidé en étant assez nombreux pour l'avoir décidé. Parce que il y a des fois où, si on regardait bien, il y a des tas de gens qui ont une belle moralité et qui, d'une manière inconsciente, parce qu'ils achètent des bombes, des SICAV ou je ne sais pas quoi, sur lesquels ils ne demandent pas comment marchent ces SICAV, eh bien, ils sont contents qu'il y ait un bon rendement. Mais ils ne savent pas si c'est une histoire de jeu sur le blé ou sur une matière première quelconque. Ils ne savent pas. Donc, nous sommes très, très nombreux à être complices de ce crime. Très, très nombreux. Et donc là, on n'est plus dans le domaine d'un service rendu, on n'est plus dans le domaine d'un risque pris, on n'est plus que dans un domaine délinquant, de délinquance pure. Alors, excusez-moi, j'ai vu tout récemment le film Lincoln de Spielberg. Je ne sais pas si d'autres si vous l'avez vu. C'est un film que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire, qui raconte une bataille gigantesque qui se joue aux États-Unis entre les gens qui veulent abolir l'esclavage et ceux qui ont besoin de continuer à faire fonctionner leurs exploitations avec des esclaves. À ce moment-là, c'est pas un crime d'avoir des esclaves. Du moins pour une certaine partie de la population qui va d'ailleurs
se réunir en État confédéré et qui va vouloir faire sécession avec le reste de l'Union de la Fédération des États-Unis. Et alors, il y a quelque chose qui n'est pas un crime et qui devient un crime. Et ça, c'est une chose très intéressante. Le jour où on aura vraiment établi que c'est un crime de spéculer sur la nourriture, on aura fait un progrès. Mais pour l'instant, ce n'est pas un crime. Et on a un vrai problème. Il faut imaginer ensuite, encore dans le domaine du prêt, des intérêts, des emprunts, un phénomène quasi mécanique qui est que l'argent ramasse de l'argent, qu'on le réunit avec l'argent initial, que ça forme un pactole un peu plus gros, enfin un paquet un peu plus gros, avec un petit pourcentage qui croît chaque année. Le fonctionnement, c'est une croissance extrêmement rapide, et que, donc, celui qui a de l'argent pompe de l'argent sur le reste de la société. Et il le pompe à tel point que personne n'est à l'abri de ce processus. Personne. Vous pouvez dire, ah oui, mais moi j'ai pas d'emprunt en ce moment. Non, vous n'avez pas d'emprunt, mais vous achetez des choses chez des entrepreneurs qui, eux, ont emprunté. Et donc, dans le prix que vous payez, il y a les intérêts de l'emprunt. Vous payez des impôts. Et quand vous payez des impôts, l'État payant des intérêts pour sa dette, vous payez des emprunts pour la dette. Donc, tout le monde est, en quelque sorte, raclé par un espèce de processus qui tire partout. Et ce processus est complètement déséquilibré. Complètement déséquilibré. Il fait que, au bout d'un moment, il n'y a plus que très peu de monde qui ont de l'argent et les autres sont tous épuisés. Ça, c'est la réalité mécanique des choses. Et c'est pas nouveau. Là, quand je dis ça, c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître, qu'on vient de découvrir. C'est même pas seulement les théories de Marx, c'est bien plus ancien. La conscience du fait qu'un système basé sur emprunt et prêt est complètement déséquilibré était déjà dans la conscience des gens il y a plusieurs milliers d'années. Et j'en tiens pour preuve un petit texte dans un des livres de la Bible qui s'appelle le Lévitique. Dans ce petit texte, on voit écrit quand il se sera passé 7 semaines d'année, ou 7 semaines d'année, oui c'est ça, 49 ans. Vous ferez une année de jubilé. Et dans cette année-là, toutes les dettes seront remises. Toutes les dettes seront remises. Comme les dettes se payaient souvent comme étant tout d'un coup esclaves de quelqu'un à qui on devait quelque chose, on travaillait chez cette personne, on dit les personnes rentreront chez elles. Et puis, on dit aussi vous ne mangerez pas cette année-là du fruit de la terre. Ça veut dire vous viderez vos greniers. Vous viderez vos greniers. C'est-à-dire tout le système d'accumulation, on balaye. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi les gens qui ont inspiré ces règles
de vie en société ont inventé ça, parce que le système emprunt-dette est un système qui conduit nécessairement au déséquilibre. C'est inéluctable. Alors, juste encore un petit mot sur le Lévitique, c'est que c'était tellement pensé ce truc-là, qu'il y a toute une phrase sur le fait que quand on s'approchera du jubilé, vous ne ferez pas les mêmes prix que quand on est assez loin. Vous devrez tenir compte du fait qu'à un moment donné, toutes les dettes vont disparaître. Donc il y a vraiment une conscience fine des choses. C'est pas une petite chose. Alors, j'ai parlé des échanges et de l'argent qui sert aux échanges. J'ai parlé de la mise de côté, de la mise en réserve. Mais il y a une troisième chose qu'on peut faire avec l'argent. C'est de le donner. Et de toute façon, quand on quittera cette terre, on sera bien obligé de le laisser et de le donner. Donc il est toujours donné à un moment ou à un autre. Mais il y a une troisième fonction extrêmement importante qui est le don, que j'appelle la remise de la dette. Alors je vais encore faire une référence à quelque chose de religieux, mais on est quand même dans une culture qui est liée à la religion. Et il y a dans une prière très connue des chrétiens, qui est le Notre Père, un moment où on dit, alors je vais le dire dans la traduction classique, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Malheureusement, cette traduction, elle ne va pas du tout. C'est pas du tout ça qui est écrit dans les textes antérieurs, ni en hébreu, ni en grec, ni en latin. Même en latin, je le sais par cœur, c'est dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris. Vous avez entendu, on parle de dette. Hein? Remettez-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Remettre la dette. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on n'a pas pris conscience, vraiment, du fait que le système de la dette est totalement déséquilibré, il peut conduire qu'à une explosion du monde, eh bien, il faut à un moment donné remettre les dettes. C'est indispensable, ça fait partie du fonctionnement de l'argent. Autrement dit, l'argent naît des échanges, il apparaît dans le système des prêts et il doit terminer, mourir dans la remise de la dette. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais il y a 2 ans et demi, il y a Warren Buffett et puis, vous savez, comment il s'appelle le fondateur de... Bill Gates. Voilà, Bill Gates. Ils ont tous les deux réuni une quarantaine de milliardaires à New York, et puis ils ont décidé qu'ils allaient donner la moitié de leur fortune. Ils étaient arrivés à ce niveau de conscience qu'on ne peut pas garder. Malheureusement, je me suis tout d'un coup inquiété. J'ai été un peu regardé. Ils ont donné ça à des charities, hein, pour l'essentiel. Même Bill Gates, il en a fondé une. Mais si le gestionnaire de la charity ne fait pas autre chose que de prendre l'argent comme du capital, l'investir quelque part pour faire de l'argent qu'il va faire avec les intérêts qu'il va tirer de cet argent, on n'a pas cassé le processus. On n'a rien cassé du tout. C'est la charity pour le bien qui ramasse, elle donne les intérêts quand même, c'est déjà pas si mal. Mais elle peut être aussi avide que les autres. C'est quand même grave. C'est-à-dire qu'il faut donner à des gens qui vont mettre ça dans le système économique pour qu'il tourne.
C'est ça qui est très très important. Et non pas le stocker encore comme ramasse fric, comme pompe à finance, comme on dit. Hein? Voilà, donc il y a cette très grande importance de détruire l'argent. L'image que j'ai reçue de ce processus par un philosophe qui s'appelle Steiner, que peut-être certains d'entre vous connaissent, l'image que j'ai reçue, c'est l'image du paysan qui ne met pas tout son blé au moulin pour faire de la farine. Il en garde une partie bien vivante pour ressemer l'année suivante, hein, pour que le grain meure en donnant un nouvel épi. Et donc, le rôle de cet argent donné, il doit être pour assurer l'avenir. Il est là pour l'avenir. Et il y a une réflexion qui m'est venue en regardant ce que je fais quand j'achète sur le marché des légumes, des poireaux. J'achète des poireaux. Et évidemment, je ne paye pas les poireaux. Parce que les poireaux, ils sont déjà là, ils sont déjà tout faits, tout le travail est fait. Donc, je ne donne pas, avec cet argent que je remets au producteur des poireaux que j'ai, je ne lui donne pas le prix des poireaux. Je lui donne un permis de produire les prochains poireaux. C'est évident, non ? Ils sont là, les poireaux. C'est un permis de produire. Et d'ailleurs, si personne ne lui achète ses poireaux, il va en produire d'autres, il va produire autre chose. C'est sûr. Il est obligé. Si il fait un produit qui ne se vend pas, il change, il produit autre chose. Parce qu'il n'a pas reçu de permis de produire pour ça. Alors après, quand quelqu'un utilise de l'argent qui est mis en réserve pour donner à quelqu'un qui va emprunter pour ça, en fait, ce qu'il offre, c'est un permis d'investir. Il lui donne la permission d'investir avec l'argent qu'on lui remet. Et en investissant, il doit pouvoir rembourser, et donc après ça, il remboursera et l'argent sera repris. Qu'est-ce qui se passe avec le troisième geste ? Le troisième geste essentiel, c'est un permis de créer. Très souvent, on voudrait que le don, ce soit, on pense le don, c'est la personne qui tend la main dans le métro, qui vous raconte quelque chose. Mais là, ce qu'il demande, c'est un permis d'exister. Et probablement que le don n'est pas tout à fait à sa place. On sent bien d'ailleurs qu'il y a quelque chose de pas net. Il y a eu peut-être des permis de produire et des permis d'investir qui n'ont pas été donnés au bon moment pour que les gens soient arrivés où ils sont là. Il y a vraiment des responsabilités antérieures. Mais le rôle du don, c'est pas de délivrer des permis d'exister. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a bien des moments où il faut le faire. Mais ce n'est pas son rôle essentiel. Le rôle du don, c'est le permis de créer. Et je crois qu'on est encore dans une conception très très insuffisante de ces trois fonctions. Acheter, prêter, donner. On donne trop tard. On garde l'argent trop longtemps. Il y a François De Witt qui a écrit un livre. François De Witt, c'est un économiste qui parle souvent sur France Info, qui est le président de Finansol, une organisation de finances solidaires à laquelle la NEF a participé pour sa création. Et François De Witt a écrit
un livre qui s'appelle Appauvrissez-vous. Et il a fait des études sur les sommes d'argent dont disposent des gens au moment où ils meurent. Et il dit c'est effarant. Même des gens qui vivent très chichement sont assis sur des tas d'or quelquefois. Ils ont beaucoup d'argent. Les banquiers le savent. Et ils ont beaucoup d'argent, mais ça ne se voit pas. Mais c'est pour la sécurité, c'est pour le risque de la dépendance. Terrible angoisse, la dépendance. Et donc des tas d'assurances, une société qui se fige dans des placements sûrs, qui prend plus de risques, qui fait qu'on arrive à ce phénomène d'argent rare. Banquiers, messieurs et mesdames les banquiers, vous ne prêtez pas assez, vous ne prenez pas de bons risques. Ceux qui donnent mandat à des gens de gérer leur argent ne veulent pas prendre suffisamment de risques, ne veulent pas l'orienter vers quelque chose. Il n'y a pas d'argent suffisamment donné. Il y a une espèce de prédation continue, permanente. Et tous les gens qui me proposent des idées pour améliorer la société, ça serait quand même tellement mieux, et qui disent c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, ils me font vomir. Parce que, en fait, le vrai problème, il est dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on appelle un crime, qu'est-ce qu'on n'appelle pas un crime. Qu'est-ce qu'on appelle vraiment notre comportement légal, universellement admis vis-à-vis de l'argent, sinon, aujourd'hui, quelque chose de... c'est naturel. On arrive tout près d'une chose qu'a dénoncée Hannah Arendt, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Hannah Arendt, sur le procès d'Eichmann en Israël, qui dit la banalité du mal. La banalité du mal. Elle dit en fait, tous ces gens qui ont commis les crimes nazis faisaient ça comme des bons pères de famille, sans prendre même conscience qu'il y avait la moindre chose grave dans ce qu'ils faisaient. Eh bien, avec la finance telle qu'elle se vit aujourd'hui, on est dans la banalité du mal. Le mal permis, le mal autorisé. Voilà le sentiment que j'éprouve quand je vois ça. Mais je me refuse de me comporter comme un ingénieur qui regarderait l'état du monde et qui voudrait tourner une petite vis par là, une petite vis par là pour bien faire tourner le moteur. On n'en est pas là. On n'en est pas à arranger avec des règles un peu plus sévères, telle chose ou telle autre. On est en train de nous parler de Bâle 3. Vous avez peut-être entendu parler de ça, les banquiers. Mais on parle de Bâle 3. Qu'est-ce que ça va faire, Bâle 3 ? On va demander aux banques d'avoir plus de capital pour pouvoir faire leur travail. Mais ce capital, on va le pomper quelque part. On va l'immobiliser dans des endroits sûrs. Et autrement dit, on ne va pas prendre de risques. Et on va engourdir la société au lieu de la libérer. Alors, on risquera moins l'accident, mais on est à peu près sûr d'aller à l'engourdissement. Voilà la situation. Un monde qui se fige, un monde qui... Mais je ne vais pas régler des petites choses, je ne vais pas tourner la vis du ratio de solvabilité des banques pour qu'elles aient moins de risque de tomber. Ça, c'est pas ça. Le problème, il est chacun devant sa responsabilité. Sortir de la banalité du mal, sortir de ce qui est un mal et qui n'est pas vu, qui n'est pas compris, qui n'est pas accepté. Voilà pourquoi j'essaie de travailler depuis des années à développer un instrument où on a une conscience un peu plus élevée de ce qu'est l'argent et des conséquences de nos actes financiers. Parce que
L'argent, c'était comme la ficelle de tout à l'heure. Je tire dessus, je secoue quelqu'un. Je ne m'en rends pas compte. Mais en réalité, il y a des milliers de ficelles dans tous les sens. Et quand on tire dessus, c'est qu'on tire sur le tissu social. Il est à la limite de craquer. Et donc, il n'y a qu'une solution, c'est arrêter de tirer. Mettre un petit peu de douceur, un petit peu de souplesse. Être une société qui accepte de donner un peu plus qu'elle ne reçoit, plutôt que de demander plus qu'elle ne donne. C'est le seul moyen. Et c'est devant cette transition que nous sommes. Aujourd'hui, la transition, elle est là. La transition, elle est la prise de conscience de changer notre attitude, d'arrêter d'être dans une avidité normale. Vous comprenez ce mot ? Une avidité normale. C'est normal d'être avide. Et je pense que ce qui est appelé là, c'est une civilisation où on a plus conscience de l'autre. On est en train de passer de l'une à l'autre. Ça va être peut-être très douloureux. Quand je revenais tout à l'heure sur le film de Spielberg, Lincoln, c'est terriblement douloureux, la transition pour arrêter l'esclavage. Ils ont fait 600 000 morts. C'est effrayant. Il va peut-être se passer des choses comme ça, pour qu'on aille au-delà et qu'on s'aperçoive que ça suffit. Il faut changer d'état d'esprit. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent dans le bon sens aujourd'hui par rapport à ce que vous appelez de vos voeux? Parce que j'ai l'impression qu'on va de plus en plus dans le mauvais sens par rapport à... Enfin, vous avez dit, on ne prête pas de l'argent à quelqu'un dont on sait qu'il n'est pas capable de le rembourser. Oui. Pour autant, c'est ce qu'on fait avec la Grèce, l'Espagne ou d'autres pays aujourd'hui. Enfin, idem sur beaucoup de sujets dont vous avez parlé, j'ai l'impression qu'on amplifie les erreurs plutôt qu'on essaie de les corriger. Je suis d'accord avec vous, sauf que, globalement, vu de l'extérieur, c'est vous qui avez raison. Mais si vous regardez au niveau des personnes et des actes individuels, car tout va se baser sur des actes individuels, eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience et qui dépassent. D'ailleurs, il y a toujours eu des gens qui vont plus loin que ce que l'on donne. Mais effectivement, on n'est pas très optimiste. Mais moi, ce qui me console, c'est que je rencontre des gens qui sont vraiment très bien. Oui ? J'ai une question où il y a un petit peu un lien avec la question précédente. C'est que vous avez parlé, votre exemple de ficelle est bien imagé, dans la création de la monnaie, dans l'emprunt. Enfin, dans l'emprunt pré-emprunt. Vous avez expliqué ce que signifie le don vis-à-vis justement de cette monnaie, de ce pré-emprunt. Et vous avez parlé du don, mais cette fois-ci en ne prenant en compte, de mon point de vue, que le prêteur. Warren Buffett et Bill Gates sont des gens qui ont des créances, oui, qui sont finalement que des prêteurs. Oui. Et dans cette image-là, à aucun moment, le prêteur n'intervient. L'emprunteur. L'emprunteur n'intervient. Est-ce que, justement, c'est une autre manière de voir les choses et de faire réintervenir le prêteur, ce ne serait pas de dire que le taux d'intérêt, au-delà d'être la variable d'ajustement qui fait que ça passe, c'est aussi, des fois on se trompe et la fenêtre elle casse. C'est-à-dire que de temps en temps il faut couper le fil et annuler la dette, oui, simplement. Oui. Et à partir de ce moment-là, pour reprendre votre exemple de tissu, c'est redonner également du mou en tirant éventuellement autant, mais de moins d'endroits, finalement ça tire moins sur le tissu. C'est vrai.
vous avez raison. On peut couper le prêteur ou l'emprunteur peuvent chacun décider de couper. Si c'est le prêteur, ça ne tient qu'à lui. Si c'est l'emprunteur qui dit « je ne rembourse pas », ça tient aux autres aussi. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui sont d'abord qu'il ne peut le faire qu'une fois parce qu'après, on ne lui prêtera plus. Et ça, c'est très embêtant. C'est une perversité du... Donc, entrer dans le processus où on n'est plus reconnu comme quelqu'un qui rembourse sa dette, ça veut dire qu'il devra se débrouiller tout seul. Mais la Grèce, quand même, elle a réussi à ce qu'on... Elle ne rembourse pas toute une partie. Mais ce n'est pas elle qui l'a totalement demandé. Elle n'a pas menacé de ne pas rembourser. On lui a dit 110 milliards, c'est ça, je ne me trompe pas, perds tes profits. C'est arrivé. Donc, il y a eu aussi des remises de dettes. Il y a aussi l'Islande qui nous a donné une leçon intéressante. Puisque 2 banques islandaises qui avaient un bilan gigantesque par rapport au petit pays et au budget du tout petit pays qu'ils avaient, se sont plantées au moment de la crise des subprimes. Et les Islandais ont déclaré on ne rembourse pas. Et ils n'ont pas eu plus de problèmes que ça, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à survivre. Et puis les gens qui avaient des actions des 2 banques en question, ils ont provisionné pour ces actions. C'est-à-dire qu'ils ont dit elles ne valent plus rien. C'était des banques anglaises et hollandaises. Hein. Oui, surtout anglaises. Mais il y avait des Français qui en ont. Oui. Du coup, en corollaire à cette question-là, est-ce que pour vous, si à partir du moment où aujourd'hui on n'a pas l'air d'être prêt à faire autre chose que serrer des boulons par-ci par-là, est-ce que pour vous, une bonne solution, ça n'aurait pas été d'accompagner Bâle 3 par d'une certaine manière, effectivement augmenter les réserves, mais à côté de ça, avoir des obligations justement d'annulation de dette. Je ne sais pas comment, hein, c'est une idée que je lance comme ça. Alors, moi je trouve ça intéressant que vous posiez cette question parce que il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Simplement, il faut essayer de mesurer où va cette dette. Qui possède les obligations françaises? Qui les possède? Alors, les gens vont tout de suite dire c'est les banques. Non, compagnie d'assurance. Les compagnies d'assurance. Et les banques diront c'est les compagnies d'assurance. Mais en fait, oui et non, c'est les clients qui sont derrière. Mais c'est effectivement, moi, je voulais réagir sur quelque chose. Là, vous parlez d'États qui ont des dettes, qui les annulent vis-à-vis d'autres États. On l'a vu dans l'histoire, notamment vis-à-vis de pays africains, ce genre de choses. Mais il y a aussi le rapport qu'a chaque individu par rapport au fonds qu'il souhaite placer. Oui. Et notamment l'escompte de gain qui va aller avec. Oui. Et moi, je le mets en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la spéculation sur les matières premières, en règle générale, qui nourrissent chaque homme. Enfin, pour celles qui sont consommables, mais sur les matières premières en règle générale. Et en fait, on porte chacun une part de responsabilité, de culpabilité, à ne pas avoir un escompte de gain sans cesse croissant, sans forcément avoir l'intelligence, ou c'est peut-être pas le bon terme, mais d'essayer de voir ce qu'il y a derrière aussi. Quelque part, on parlait des intérêts qui venaient rémunérer cette fameuse fenêtre, mais dans le placement qu'on fait de notre argent, on a aussi un comportement qui a été engendré aussi par l'autre côté de la fenêtre. Je suis tout à fait d'accord. Les deux sont en lien en fait. Et on a une demande, nous clients et utilisateurs d'argent de réserve, on a une demande de retour. Mais je pense que ce que les gens n'ont pas forcément toujours perçu ou présent à l'esprit, c'est que, vous parliez des personnes âgées et du rapport à l'argent qui peut être à la fin de vie, la dépendance, qui est fortement entraînée aussi par une société
qui fait craindre tout un tas de choses qui pourraient nous arriver. Mais corrélativement, il y a eu des montages financiers, notamment Madoff, qui ont attiré la confiance de tout le monde parce que la rentabilité était telle qu'elle ne pouvait être que vertueuse. Et quand la chose finalement s'effondre sur une martingale bien connue, tout le monde crie au scandale, mais quelque part, tout le monde l'a effectivement accepté, j'entends dans mon dos, et quelque part, Yanni aussi sévit et crée, puisque finalement, on escomptait toujours plus de cela. Voilà. Je peux pas... Je suis d'accord. Non, mais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Il y a donc cette espèce d'avidité qui est là. Je pense qu'effectivement, couper le lien en disant le crédit peut ne pas être remboursé, c'est un fait. Entendre aussi qu'un placement peut ne pas être rémunéré, c'est aussi notre prise de conscience qui, je pense, contribue à une évolution de société. Vous parliez du grain qui refrain un autre grain et qui est un investissement sur l'avenir. On arrive aussi dans notre société à promouvoir, ou en tout cas à avoir des placements. Je pense que beaucoup de gens ont pu voir ou entendre parler du film Le Monde selon Monsanto, mais finalement, quelque part, ce grain qui donne quelque chose, ou cette inconscience qu'on a par rapport au rendement que peuvent escompter des matières premières ou ce genre de choses, on le retrouve couramment là dans ce qu'on peut entendre sur les lasagnes qui sont au bœuf, et finalement se retrouve être à plus de cheval que de bœuf. Enfin, c'est aussi une spirale dans laquelle, qui nourrit la société et où tout le monde conduit les yeux complètement fermés et ça devient presque aberrant. Et ça, chacun emporte sa part d'humanité, de responsabilité là-dedans. C'est ça qui est important, c'est de dire ce que vous venez de dire. C'est de dire que chacun emporte quelque chose et de ne pas renvoyer à un bouc émissaire quelconque. Oui. Et comme j'ai dit, la spéculation sur la nourriture, c'est comment je permets que ça puisse exister. Mais la spéculation, c'est pas un gros mot non plus. Non. Au départ, la spéculation, c'est pour prévoir. Au latin, c'est ça. Hein. En grec, je sais pas quoi. Et si on achetait du blé, c'est parce qu'on avait peur qu'il monte pour se le garantir. Enfin bon, non, mais le problème, c'est qu'il y a 100 000 de tonnes peut-être de fabriquées et on met 1 million en circulation. Okay. Ça, c'est un problème, ça aussi. Alors, moi, je ne pense pas qu'il faut jeter la pierre aux spéculateurs. Voilà, c'est bon. Parce que c'est encore trop facile. Mais voilà. C'est trop facile. Si quelqu'un peut spéculer, c'est que je lui ai permis. On lui a demandé. Oui, dans les banques, on leur donne, c'est le métier. Non, mais en tant que client, on lui a demandé. Oui, on lui a demandé de nous rapporter de l'argent. Voilà. Non, même de prévoir, c'est une prévision. Et je dirais même qu'un directeur financier d'une entreprise, il a l'obligation presque de spéculer. Si il y a une autre entreprise qui place beaucoup plus, avec un taux de rendement beaucoup plus élevé que ce que lui fait, il a des soucis à se faire sur sa place. Oui. Et sur la bonne marge de l'entreprise aussi, et les emplois derrière, etc. Renault Finance a mis énormément d'argent. Donc on ne va pas comme ça. C'est vrai que les petits boulons, parfois on a envie de les serrer, parce que comment ça va s'écrouler, et qui va payer, qui est au niveau de sa vie, pas uniquement on est dans un système qui nous emprisonne, et quand on en prend conscience, qu'on est en résistance, la vie devient très compliquée. Parce que ce qui est le plus dur à admettre, c'est qu'on va pour arriver à ce système que vous évoquez, un système plus juste, on va devoir perdre de notre confort. Et je pense que la société est figée sur cette idée que notre confort ne peut que s'améliorer. On aura toujours un meilleur matelas, un meilleur oreiller, un meilleur ordinateur, mais pas qu'on va aller dans l'autre sens, où pour que ce soit plus juste, on va devoir renier un peu tout ça. Et c'est peut-être ce en quoi ça finira par exploser, le jour où on se rendra compte qu'on ne peut plus obtenir un meilleur confort, et que pour qu'on puisse continuer de survivre, va falloir perdre ce confort. Et c'est sur ça que naissent les révolutions.
ce confort nous coûte très cher. Oui. Il nous coûte très cher, il nous fait nous occuper beaucoup de plein de choses. Et il y a une liberté fantastique à avoir moins. C'est un autre confort. C'est un autre confort. C'est pour ça, pour moi, c'est pas plus de confort, moins de confort. C'est simplement accepter que le confort, ce n'est pas que d'avoir une grande télé, voire plusieurs, éventuellement 3 dans chaque pièce, etc. Et effectivement, en avoir moins, mais être peut-être plus libre de certains choix, c'est peut-être un confort beaucoup plus grand. Probablement. Oui. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé non plus après le mot intérêt, c'était le mot inflation. Oui. Est-ce que l'inflation, je me pose la question, n'est pas un moyen de détruire des dettes ou de détruire de l'argent en diminuant la valeur? Tout à fait. Est-ce que c'est pas un moyen, est-ce que c'est une des solutions à évoquer aux problèmes éventuels actuels, ce serait justement d'avoir plus d'inflation pour justement saper... Mais ça a beaucoup d'inconvénients, l'inflation. Oui, parce que c'est la mort du petit retraité, déjà. Alors, oui, c'est ça, mais ça a beaucoup d'inconvénients. L'inflation n'est pas la seule solution. Enfin, moi, j'ai acheté mon appartement en pleine période d'inflation. C'est merveilleux. Ma dette a fondu toute seule à toute vitesse. Donc, le 14%, ça allait encore. Voilà. Mais ceux qui ont acheté un appartement au moment où il y avait l'inflation, alors ceux-là, ils ont eu la vie très dure. Donc, l'inflation, c'est une solution globale. Et on a tout d'un coup appris à supprimer l'inflation. On l'a supprimée d'abord par le jeu des banques centrales, qui ont joué sur le taux d'intérêt, qui appelle le taux directeur. Et dès que ça commençait à s'exciter un peu, ils montaient le taux, et comme ça, on empêchait le système de surchauffer. Le problème, c'est que c'est une méthode de régulation extrêmement brutale, qui ne fait aucune distinction entre le fait que vous faites un emprunt pour quelque chose de socialement utile, ou le fait que vous faites un emprunt pour pouvoir avoir un effet de levier pour acheter votre blé à Chicago, non pas avec ce que vous avez, mais avec ce que vous avez plus ce que vous empruntez, etc. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner d'autres choses. Voilà. J'ai entendu parler des retraites. Les retraites peuvent être indexées sur l'inflation. Alors, oui, mais l'indexation, c'est un système qui... il faut comprendre que l'inflation, c'est quelque chose qui marche tout seul. C'est-à-dire que même si vous avez injecté trop d'argent dans le système, et que maintenant vous êtes devenu sérieux, vous n'en injectez plus, pendant 10 ans vous allez subir de l'inflation, parce que c'est rentré dans les têtes que l'argent l'année prochaine vaudra 5% ou 10% de moins que l'année précédente. Et que la personne qui négocie son salaire va demander tout le temps plus. Donc, l'inflation, c'est pas une bonne solution. Puis, si on la regarde bien, c'est une taxe. C'est une taxe sur ceux qui ont de l'argent. C'est pas grave, alors. Je ne sais pas si vous avez... Il y a une taxe sur ceux qui ont de l'argent, plus une taxe sur ceux qui n'ont pas d'argent. En toute façon, ça oui, c'est un point de vue. Alors, ceux qui veulent comprendre pourquoi c'est une taxe et pourquoi, il faut qu'ils se posent la question. Quand Serge Gainsbourg a brûlé un billet de 500 francs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un billet de 500 francs en moins. C'était un crime. C'est un crime du point de vue légal. Oui, déjà. Et j'espère qu'il a été puni pour ça, peut-être pas. Non. En tout cas, il y a un billet en moins. Tous les billets sont en fait des créances sur des dettes en cours. S'il y a un billet au moins, il y a plus de produits à mettre en face du nombre de billets. Donc chaque billet a plus de pouvoir d'achat. Donc en fait, là, c'est pas l'inflation, c'est le contraire. Mais en revanche, si un faussaire, un faux monnayeur, fabrique des billets et qu'il les met, il n'y a pas de valeur ajoutée en face de ces billets. S'il n'y a pas de valeur ajoutée en face de ces billets, il n'y a pas de richesse.
s'il n'y a pas de richesse, tous les billets qui sont là viennent s'ajouter aux autres pour prendre sur les dettes en cours, les choses en construction. Donc, chaque billet va valoir moins. Et ça fait de l'inflation. Lorsque un État finance sa guerre en émettant des billets, il fait de l'inflation. Et donc, il lève des impôts. Alors, il y a aussi une chose étonnante, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent injecté. Beaucoup. Sous forme de prêts en grande quantité, quantitative easing, comme on dit, assouplissement quantitatif, et tout ça. Et pourtant, il n'y a pas d'inflation. Miracle. Comment ça se passe? Où est-ce que ça part? Alors, ça part, c'est tout simple. Hein. On appelle ça l'inflation par les actifs. C'est-à-dire que c'est le CAC 40 qui monte. C'est les produits, ce sont les produits technologiques. Comme vous savez, il y a eu la crise le mot m'échappe, pour la bourse des produits de haute technologie. Le Nikkei, non, le Nasdaq. Le Nasdaq. Bon, il y a eu tous ces problèmes-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça monte. On a une bulle qui se forme. Et la bulle, à un moment, elle éclate. Eh bien, regardez bien. Il se passe une chose extraordinaire. L'argent disparaît, purement et simplement, dans l'éclatement de la bulle. Et non seulement l'argent qui a été mis, mais une autre chose assez étonnante. Vous aviez des valeurs Nasdaq. Vous n'avez pas du tout spéculé, vous les aviez. Point. Et puis, il a monté. Ah, il a monté. Donc, vous avez évalué votre réserve, votre matelas, à ce niveau-là. Au lieu de l'avoir là, il est là maintenant. Ah, mais vous pouvez prendre des risques avec un tel matelas. Donc, vous allez investir quelque chose que vous n'auriez pas investi s'il était resté plus bas. Et donc, vous qui n'êtes pas dans le système spéculatif, vous avez quand même considéré que vous avez une certaine fortune et vous avez investi. Et puis, tout d'un coup, les choses ne se passent pas si bien que ça et vous n'avez plus la couverture que vous pensiez avoir parce que la bulle vient d'éclater. Et donc, ça a des conséquences blanc, comme ça fait comme un effet domino. Et donc, il y a vraiment un drôle de truc qui se passe avec l'inflation par les actifs et les bulles. Les bulles, pour moi, c'est un pot d'échappement par lequel on fait partir, sans le recycler, l'argent qu'on a produit ailleurs. Ça fait teuf. Quel est l'intérêt d'une entreprise à entrer en bourse? Parce qu'on constate que les investisseurs veulent beaucoup d'argent et la qualité du produit n'est plus la même. Alors, ils fournissent un produit qui est moins bon et qu'on ne va plus acheter puisqu'on sait qu'il est moins bon. Vous mettez deux choses ensemble là. Parce qu'il y a le fait d'entrer en bourse et puis il y a le fait que les produits vont être moins bons. Ce ne sont pas forcément corrélés. C'est pas forcément corrélé parce non. que les investisseurs veulent de plus en plus d'argent, oui. Donc la qualité ah oui, du produit, je comprends votre corrélation. En fait, il faut d'abord voir que la bourse, ça sert à contourner le problème de l'illiquidité des actions. Illiquide, ça veut dire qu'elles ne sont pas liquides. Hein. Et vous êtes là, vous avez investi quelque part, et vous ne pouvez jamais récupérer l'argent que vous avez investi en actions dans une entreprise. Donc, ne pouvant pas récupérer cet argent, il n'y a qu'un seul moyen de le récupérer, c'est de le vendre à quelqu'un d'autre. Et pour trouver quelqu'un qui va le vendre, il faut organiser un marché. Et comme ça naît la bourse. Parce qu'on a besoin, parfois, de réaliser, de liquéfier les titres que l'on possède pour faire quelque chose. Et il faut donc que quelqu'un d'autre achète ces titres. Ça commence comme ça. Après ça, une entreprise a besoin parfois, et souvent même, d'entrer en bourse parce que on a besoin de trouver du capital. On ne peut pas entreprendre sans avoir du capital.
Le capital, c'est ce qui permet d'avoir les outils pour fabriquer. Et l'avantage extraordinaire du capital, c'est que on n'est jamais puni si on le perd. On a le droit de perdre son capital. Et les actionnaires savent qu'ils ont le risque de perdre l'argent qu'ils investissent. Donc il se passe tout un processus extraordinaire, c'est que ça donne de la sécurité à l'entreprise, le capital. Et que pour grossir, pour entreprendre un certain nombre de choses, à un moment donné, les entreprises ont besoin de capital. Elles ne peuvent pas se contenter de prêts. Parce que dans le prêt, il y a un contrat qui est dur. Il faut rembourser régulièrement, tout le temps. Et ça pèse tout de suite. Le capital, s'il vient, eh bien, si on gagne de l'argent, on paye des dividendes. Si on n'en gagne pas, on ne paye pas. Il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus adapté aux phases de débarrage. Il y a d'ailleurs, on peut presque dire qu'il y a déjà un petit aspect de don dans le capital, s'il est bien compris. Mais bien souvent, c'est plutôt autre chose. Hein. Donc, c'est pas tout pur. Hein. Mais bien compris, le capital, je prends le risque. Et si je prends le risque, ça veut dire que je suis prêt à donner si jamais ça marche pas. C'est ça qui se passe. Puisque je ne vais pas le récupérer. Mais je veux que ça marche de mieux en mieux pour avoir de plus en plus. Bon, mais c'est perturbé par une pensée financière délinquante. Donc tout ce que je viens d'expliquer est juste, fait partie du système, mais c'est pas pour ça qu'on va en bourse. C'est pas pour ça qu'on achète des choses. C'est pas pour ça qu'une action est vendue à une vitesse de la microseconde, à toute vitesse, qu'aujourd'hui les actions sont possédées par une seule personne pendant une moyenne de maximum 2 minutes. Elles sont vendues. C'est des ordinateurs qui font ça. C'est absolument affolant. C'est complètement délinquant. Ça n'a plus rien à voir avec l'économie. Ça n'a plus rien à voir avec la volonté d'investir, comme on a fait l'expérience avec le tunnel sous la Manche. Je mets de l'argent parce que ça serait formidable d'avoir un tunnel sous la Manche. Moi, ça marche très bien. Enfin, c'est très agréable de le prendre. La réalité, elle est sympa. Ça rapporte finalement, si je ne me trompe pas maintenant. Pour un tunnel commence à marcher un petit peu, mais ça rapporte. Oui, mais ils ont perdu énormément d'argent. D'accord, mais au moins le tunnel il est là. Sur combien de Au décennies départ, ils ont tous. Ça, c'est les banquiers, les assureurs. Hein, Oui, mais on sait qu'à la fin, leur bilan sera positif. C'est formidable. Il y en a J'arrive pour, juste au il y en a pour point. des dizaines et des dizaines et des dizaines. Non, mais À la fin, ça sera forcément positif. J'arrive juste au point où j'ai plus besoin de parler. Non, mais le porteur, c'est terminé. je pense que le petit porteur qui a acheté au début et qui va, enfin, qui entre guillemets garde encore 200 ans, avec les guillemets qui vont bien, à mon avis, sera largement au-dessus. Bon, je crois qu'il y a pas mal de gens qui l'ont fait sur un plan symbolique. Enfin, les personnes que je connais, Oui. tous les gars ont acheté même, sur un plan symbolique. Même sans être symbolique. Pour réunir l'Angleterre. Oui, et la voilà. France. Ouais, ça faisait rêver, il y a des trucs. En fait, c'est ça que c'est de perdre, parce que tout actionnaire aujourd'hui, dans la philosophie, n'accepte plus. Il n'y a aucun actionnaire qui rentre en bourse et qui est prêt à perdre. Ah oui, c'est vrai. Or, Ah bon, moi je suis prêt à perdre, tu perds tous les jours. Voilà. Et j'ai connu plein de gens qui perdaient. Plus qu'ils gagnaient. Ça, c'est un rapport à l'argent qui est un rapport Oui, c'est individuel. pas du tout le. Oui. C'est vraiment c'est le choix ou pas. je pense que c'est pas l'idée la plus couramment admise. Non. Excusez-moi. Mais j'en connais. Bien sûr, il y a tous ils vont vous dire on va gagner, on va gagner, on va gagner. Ça, c'est sûr, c'est le mot. Ben, moi, quand j'achète, c'est pour gagner. Hein. Mais si on perd, ben, il y en a. On se retrouve avec des trucs comme 15 ans, 20 ans, pas 2 minutes. Mais bon. On peut accepter de perdre, autrement on ne fait pas de la bourse. Hein. Si vous rentrez en bourse, il faut accepter de ne pas avoir besoin de cet argent-là, primo. Et secondo, il ne faut absolument pas... Il faut se diversifier. Hein. Celui qui fait le coup sur une action, là, c'est autre chose, là, peut-être qui est...
Et donc vous avez eu des statistiques là-dessus Non, on est banquier. Non. On voit ça tous les jours. Oui. Voilà, vous n'avez pas besoin de compter. Ah, mais je pense que, effectivement. Oui, c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. Il y a eu 1 million de moins en 3-4 ans de petits actionnaires. Oui, alors ils vous demandent quoi Je pense que, une assurance vie où ils se retrouvent avec la même chose mais ils ne voient pas. Enfin, bon. La situation du Japon avec un livret A qui serait à rendement négatif, c'est voilà. quelque chose d'aberrant. Oui, ça serait Il faut juste dire ce qui est. Moi, ce qui m'amuse, c'est le terme rendement négatif. Mais le rendement négatif, il existe aujourd'hui quand même. Il faut bien se le mettre dans la tête parce qu'avec l'inflation, on a des rendements négatifs sur les carburants. Oui. Donc, mais c'est déjà bien. Juste, Oui. C'est moins qu'avec l'inflation, c'est moins que si. Non, ce sera une question très générale, mais en fait, moi, tout votre raisonnement repose sur une philosophie. Et moi, je me demandais ce que vous pensiez des mouvements alternatifs, altermondialistes, comme ATTAC, qui ont plus un engagement sur le plan politique, de traduction d'idées au niveau politique. Est-ce que vous pourriez partager avec nous vos réflexions sur ces mouvements-là, sur leur méthode Je crois que chacun doit trouver où il va s'engager. Et il y a des milliers et des milliers de choses qu'on peut faire. Et là-dessus, il y a la notion de bien commun au pluriel. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, elle commence à être beaucoup décrite dans beaucoup d'endroits. On dit aussi en anglais le common goods, bien commun. Mais pas un bien commun, le bien commun, les biens communs. Alors, un jour j'ai fait une conférence, et il y avait un tableau, et on a écrit tous les biens communs qu'on trouvait. Et on n'avait plus de place sur le tableau, et il y avait encore des gens qui trouvaient des nouveaux biens communs. Mais un exemple, l'air qu'on respire, c'est tout de même bien un bien commun, et ce serait quand même sympa de donner aux générations futures de l'air qui soit encore respirable. L'eau, bien entendu, la terre, mais aussi la biodiversité, c'est un bien commun. Les savoirs, les savoir-faire sont des biens communs. Le droit, la justice, le silence, voilà des biens communs. Et on découvre, de façon extraordinaire, c'est ma surprise, c'est que derrière chaque bien commun, il se trouve des personnes qui se mettent à s'engager pour les sauver. Il y a comme une sorte de gardiens de ces trésors qui s'engagent et qui se mettent à dire « ça c'est important, je vais le faire savoir, je vais lancer des alertes parce qu'il y a ceci qui va se passer » et qui essayent de faire entendre que telle chose est à protéger. Il y a eu une histoire étonnante juste avant le tournant du siècle avec un petit coléoptère qui vivait dans des troncs d'arbres et il devait passer une autoroute entre Alençon et Tours, je crois. Et cette autoroute a été retardée de 6 ans à cause de ce petit coléoptère. Parce qu'il y a des gens qui ont dit « mais c'est très important qu'on ne détruise pas ces coléoptères ». 6 ans pour empêcher qu'une autoroute se fasse, ça veut dire que ces gens-là, ils avaient quelque chose dans la tête, hein, et de la force, et de la volonté. Et après, il y a eu des mesures de protection pour ce coléoptère, j'arrive plus à me rappeler de son nom. Le pic prune, voilà, c'est tellement joli. Donc voilà, des biens communs. Eh bien, les gens d'ATTAC, ils défendent un bien commun. Et je trouve qu'ils font un travail qui va effectivement sur le plan politique. Nous, la Nef, on a décidé qu'on ne serait pas dans le plan politique. Mais c'est un point de vue. Et on peut agir dans différents endroits. Et il y a une biodiversité, heureusement, ou une diversité tout court, heureusement, dans chacun de ces biens communs. Et c'est ça qui fait la beauté du monde.
Voilà, ma réponse c'est ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a une dernière question. Mais sinon, je crois que c'est autour du buffet qu'on continuera à parler. Un grand merci. Merci.